donc moi, effectivement, je vais parler des mémoires de la Société royale de médecine. Comme Madame Gramin vient de nous le dire, la Société royale de médecine va publier annuellement ses mémoires et ses rapports établis par ses membres dès sa création en 1776 et jusqu'à sa suppression en 1793. Alors la collection complète compte donc 10 tomes in quarto qui vont être publiés entre 1779 et l'an 6, c'est-à-dire à cheval sur les années 97-98. Donc la périodicité était assez irrégulière, avec souvent un grand décalage, 3 ans en moyenne, entre l'année au titre de laquelle les mémoires étaient rassemblées et la date de parution. Ainsi, pour l'année 76, elle va être publiée en 1779, les années 77-78 en 1780, l'année 79 en 82. Idem pour les années suivantes, avec une petite remarque concernant 1783, qui va être publié en 1786, avant finalement le volume qui était censé le précéder. Idem pour les années suivantes. Et au total, la règle paraît avoir été un volume tous les 2 ans, sauf pour le dernier. Nous en verrons la raison un petit peu plus tard. Alors, il faut remarquer que des mémoires peuvent avoir été lues au sein de la Société à une date postérieure à l'année indiquée, ainsi pour l'année 1776, qui sera donc publiée en 1779. On trouve des mémoires lues en 1777 et 78, à l'exemple de ce travail d'Aubenton, orné d'une jolie gravure. Le premier volume donc comporte ce frontispice dont Madame Gramin nous a parlé, qui représente 3 figures allégoriques, donc le zèle du bien public, l'observation et l'étude, qui contemple un portrait de Louis XVI, donc le fondateur et le protecteur de la Société royale de médecine. C'est une œuvre d'Étienne de la Vallée-Poussin, qui était un peintre d'histoire, pas très connu, mais surtout un décorateur, qui avait quand même été prix de Rome en 1759. Suivent, après ce frontispice, une épître au roi et une longue préface de 60 pages. On retrouve également les lettres patentes du roi qui portent établissement de la création de cette Société royale de médecine, donnée à Versailles au mois d'août 1778, qui va être une lettre patente qui vont être publiées séparément, comme on le voit ici en bas de l'image. Alors chaque volume, là on voit les 10 volumes, comporte une histoire de la Société royale de médecine qui reprend en fait les principaux événements de la Société. Le premier volume, un volume relatant bien sûr la création de la Société. Et cette histoire de la Société est suivie de la liste des membres. Alors on va retrouver cette liste dans chaque volume. Mais la liste des membres finalement le plus intéressant, c'est le premier volume qui commence par les officiers, lieutenants, conseillers d'État, premier médecin du roi, président de la société avec Delassonne, premier médecin de la reine, et bien sûr Vicq d'Azir, le secrétaire perpétuel. À ces 3 médecins s'ajoutent le doyen en charge et le doyen d'âge de la faculté de médecine de Paris. On a vu les raisons pour lesquelles ils ont été mis à cette place. Vient ensuite la liste des 30 associés ordinaires par ordre de leur réception, du moins 24 d'entre eux, puisque à la fin de cette liste, on note que 6 places restaient vacantes. Ces associés ordinaires devaient tous être médecins et domiciliés à Paris. En fait, ce sont les médecins régents de la faculté de médecine. Les associés libres, au nombre de 12, dont la liste suit, étaient des savants de l'Académie des sciences, parfois membres du gouvernement, et ces personnalités servaient un peu de lien entre la société et le roi, et on retrouve dedans le fameux Le Noir. Vient ensuite la liste des 60 associés rénicoles, toujours selon la chronologie de leur réception. On remarque qu'il n'était que 58 à la fin de l'année 1778. Les associés rénicoles, eux, devaient être domiciliés dans les provinces. Ici, je me suis amusé à faire une répartition sur le royaume entre les premières nominations d'août 76, puis les nominations suivantes. Et on voit que progressivement, le territoire... alors, il y a quelques décès à déplorer, notamment Navier, dans ma région, là-haut, du côté de Reims. Quelques décès encore, hélas, on en verra, on en reparlera. Les rénicoles étaient tous médecins, à l'exception du père Cotte, prêtre oratorien, considéré comme l'un des pères de la météorologie. D'ailleurs, il était en charge
ces questions, notamment les fameux tableaux que nous a montré Madame Gramin, et Guiton de Morveau, qui est un ancien avocat, mais qui va devenir chimiste et qui va même proposer, pas un chimiste de seconde zone, puisqu'il va proposer une classification chimique des éléments avant Mendeleïev, mais il sera nommé à la Société royale de médecine assez tardivement, en juillet 86. La liste des associés étrangers qui suit, une soixantaine, regroupe les plus grands savants de l'époque, à l'exemple des 4 premiers de cette liste. Alors suit la liste des correspondants français et étrangers qui constituaient la classe la plus importante et la plus nombreuse des membres. Leur nombre n'était pas fixé par les statuts, mais tous ceux qui, par la qualité de leurs travaux, s'étaient rendus utiles pouvaient être nommés. On retrouve en premier lieu dans cette liste les élus de 1776, dont beaucoup avaient constitué le fameux réseau d'observateurs de l'épisodie, dont Madame Gramin nous a parlé, qui était à l'origine de la création de la Société royale de médecine, ce qui explique d'ailleurs leur répartition plutôt dans l'ouest du pays, dans le nord et dans l'ouest. Puis là aussi, je me suis amusé à faire un petit schéma pour voir un peu la répartition au fur et à mesure des années. Alors, ils ne sont pas le même nombre nommés tous les ans, hein, mais le but de Vic d'Azyr et de la Société royale de médecine, c'est d'essayer de couvrir au maximum le territoire. Mais on va voir qu'effectivement, pour arriver au chiffre final de 354 membres, correspondant pour la France, oui, mais ils ne sont pas tous correspondants. Là, c'est la liste prise dans la revue, quoi. Dans la revue. Ils sont répartis dans le royaume, mais on voit quand même qu'il y a quelques régions qui sont un peu plus pauvres. La Bretagne, on aura l'occasion d'en reparler en mai l'année prochaine, et le centre de la France. À ces 354, il faut rajouter 116 correspondants qui sont à l'étranger, alors qui ne sont pas forcément dans les pays étrangers, mais également dans les colonies. La moitié de ces 116 correspondants vont être nommés dans les 2 dernières années de la société, soit un total de 470 membres correspondants pendant toute la durée de la société. Mais il faut savoir que beaucoup de médecins étaient correspondaient du moins avec la Société royale de médecine, mais sans avoir finalement le titre de correspondant. Parmi ces 470 correspondants, un petit graphique pour montrer qu'il y a quand même une grosse prépondérance de médecins, 394 médecins, certains sont responsables des épidémies, d'autres des eaux minérales, 46 chirurgiens, 5 apothicaires, 3 vétérinaires, 7 physiciens et une quinzaine de provenances diverses. Il faut également savoir que parmi ces correspondants, certains, notamment parmi la liste de 1776, vont passer associés Régnicole. Durant toute la vie de la société, Vic d'Azyr va essayer de recruter des correspondants dans toute la France et dans les colonies. Il va pour cela utiliser l'organisation administrative du royaume, notamment le réseau des intendants dont nous a parlé Madame Gramin. Ici, une lettre, non pas de Vic d'Azyr, parce qu'il paraît qu'il écrivait comme un cochon, mais de son secrétaire, essayant de recruter un correspondant. Les informations sur la société et les listes des membres sont suivies d'éloges de quelques membres décédés. Alors, parfois, il s'agit d'une simple notice sur la vie et les ouvrages quand il s'agit d'un simple correspondant, mais tous ces éloges sont de la plume de Vic d'Azyr. J'en ai compté 64 sur l'ensemble des 10 volumes. Vous savez que Vic d'Azyr va être élu en juin 1788 à l'Académie française, au fauteuil de Buffon. Et il va également, au sein de cette société, de cette académie, rédiger un certain nombre d'éloges. Et Sainte-Beuve va en souligner la qualité littéraire dans ses causeries du lundi. On les retrouve d'ailleurs publiées dans ses œuvres recueillies par Moreau de la Sarthe. Alors, comme expliqué dans la préface du tome 1, on retrouve aussi dans ce chapitre Histoire, dont le secrétaire est le rédacteur, donc quand même, il devait quand même y passer un certain temps, des rubriques telles que les prix, dont on va nous parler Madame Barrault, des règlements nouveaux, des changements dans les listes des membres, on vient de le voir, les éloges, on vient de les voir aussi, mais également des ouvrages publiés par les membres de la Société royale de médecine ou présentés à la Société avec des commentaires plus ou moins longs, mais rarement critiques, hein, je l'ai trouvé, mais bien sûr aussi et surtout les rapports et mémoires publiés par la Société royale de médecine.
Le reste du volume est composé de deux parties, précédées d'une table numérotée en chiffres romains, environ une quinzaine de pages. La partie histoire fait en moyenne 324 pages, celle pour les mémoires en moyenne le double. Il y a toutefois des variations importantes selon les volumes. Certains volumes sont très épais, d'autres beaucoup moins. La numérotation pour chacune de ces parties est autonome. Les 10 volumes vont être imprimés dans l'imprimerie de Philippe Denis Pierre, rue Saint-Jacques, sauf pour le volume 3, qui porte comme indication de l'imprimerie de Monsieur. Les libraires furent d'abord Didot le Jeune pour le volume 1 au volume 3, qui va paraître en 1782, puis Théophile Barrois le Jeune, puis à nouveau Didot pour le dernier volume, le volume 10. Alors, il s'agissait non d'un périodique, on l'a bien compris au sens moderne du terme, mais de la publication régulière d'une société savante chargée de fonctions officielles par le gouvernement, telles que nous les a définies Madame Gramin. Alors cette section comprend en outre 2 rubriques constamment maintenues au fil des volumes, une sur les observations météorologiques qui sont accompagnées de tables médico-topographiques par ville, et une sur les topographies médicales. On en compte environ 2 ou 3 par volume. Alors les observations météorologiques sont rédigées, on l'a vu, par le père Cotte, qui fait appel pour cette rubrique à ce réseau de correspondants disséminés dans toute la France, qui vont donc adresser des données météo de leur ville avec des instruments parfois fournis par la Société royale de médecine. À l'exemple, on le voit en haut, l'hygromètre à cheveux d'Horace Bénédicte de Saussure, qui était un instrument simple, bon marché, portatif, et qui a donc été, pour ces raisons, longtemps utilisé dans les réseaux météorologiques. Pour l'année 77 que je vous ai mis sur la diapositive, on compte plus de 50 relevés, en plus de celui de Montmorency ou officiel Percotte, et parmi ces relevés, Padoue, Amsterdam, Bruxelles, donc pas que le territoire national. L'auteur de la rubrique résume les informations reçues dans une série de tableaux qui sont commentés par mois et par année. Alors les autres rubriques sont plus variables et se retrouvent à la fois dans la section Histoire et dans la section Mémoire. Elles concernent... J'ai déjà mangé mes 20 minutes. Ah bon, il m'inquiète. Alors elles concernent la description des maladies qui sont particulières aux hommes et même aux animaux, alors là je cite, sous certains climats que l'on connaît sous le nom de maladies endémiques. Ces travaux sont parfois également publiés sous l'appellation, on l'a vu, topographie médicale, à l'exemple de ceux qui sont reproduits ici. Ces rubriques étudiaient aussi des maladies épidémiques qui étaient observées dans l'armée, dans les hôpitaux et dans les prisons, mais ce sont surtout, et la raison nous a été donnée par Madame Gramin au début, pour que les médecins qui arrivent dans les villes sachent où ils mettent les pieds, surtout les épidémies dans les villes qui remplissent les pages des mémoires. À noter dans le tome 4 un long mémoire qui va être lu le 13 mars 1781 sur les épidémies en général par un certain Raymond, qui, en posant la question des rapports des maladies épidémiques avec celles qui surviennent en même temps et dans le même lieu, envisage la notion de pathocénose chère à Mirko Grémec. Les maladies épizootiques, qui attaquent les bestiaux de toute espèce, font volontiers appel à la plume de Vicq d'Azir, de Dombanton et de l'abbé Tessier, mais aussi à l'un des rares vétérinaires de la Société royale de médecine, en la personne de Chabert, avec un mémoire sur la morve. Il faut savoir que ces articles sur les épizooties sont assez fréquents au début, mais ils vont être en régression au fil des volumes. Chaque volume est en fait séparé en différentes rubriques: médecine pratique, chirurgie, anatomie, chimie médicale, botanique et histoire naturelle des médicaments, physique médicale, dans lesquels on retrouve les principaux thèmes abordés par les associés et correspondants de la société. On remarque les jolies vignettes, Madame Gramin nous en a déjà présenté quelques-unes, les jolies vignettes qui accompagnent ces titres. Alors en anatomie, par exemple, signalons Vicq d'Azir avec cette étrange observation, ou alors un certain Guignon avec son rein ectopique. Cette rubrique comporte volontiers des résultats d'autopsie, ici une série d'autopsies de Hallé. En chirurgie, toujours Vicq d'Azir, quand même on lui doit bien ça, sur la taille latérale de chez Zolden, ou cette observation de Scarpa avec ce magnifique scalloping sur le sternum. En citant aussi ici donc des observations d'Ancelin, Marchal, L'aumônier, Geoffroy, Deorme, donc des noms bien connus de l'époque.
Signalons dans la rubrique médecine pratique les mémoires traitant des fièvres au sens large, mais particulièrement de la fièvre miliaire. L'autre fièvre qui va intéresser et occuper les médecins de cette époque est celle des femmes en couche, avec un long travail de doublet que l'on voit en bas de l'image. Parmi les maladies, il est surtout question de la rage, qui occupe donc tout le volume de l'année 1783, qui va être donc publié sans retard l'année suivante, avant même l'année 82, avec de nombreux travaux, mémoires, essais et dissertations, même si le sujet avait déjà été traité par Andry dans les volumes des années 79 et 80. La santé des enfants reste également un sujet primordial, avec les noms d'Oviti, de Colombier, de Chaussier, de Chambon, mais étonnamment, la variole et son traitement préventif, puisque la vaccination n'existait pas encore, de l'inoculation, sont finalement peu traités dans ces mémoires. Alors, tandis que certains médecins vont s'intéresser à la neurologie, à l'exemple de Saillant, avec plusieurs travaux sur l'épilepsie, d'autres s'intéressent à la psychiatrie naissante, avec cet article d'Andry sur la mélancolie. Les gens de mer préoccupent la société, avec pas moins de 3 articles sur leur alimentation, d'ailleurs à la demande du ministre, ainsi que la troupe, et ce, surtout dans le dernier volume, événement oblige. L'hygiène est logiquement un sujet récurrent et apparaît surtout dans les rubriques physiques médicales. Alors elle concerne les mesures de protection des travailleurs dans les fosses d'aisance, les fossoyeurs, la voirie et les cimetières, avec le fameux rapport sur l'exhumation du cimetière de l'église des Saints-Innocents par M. Touret, qui va être publié en 1790, et qui lui fournira d'ailleurs une matière pour un travail sur la transformation des graisses en adipocire au niveau du cerveau. La qualité de l'eau est également un sujet récurrent, avec de nombreuses études sur les eaux minérales dès le premier volume, des observations sur les eaux potables par M. Touvenel en 1781, et signalons surtout les rapports sur la Bière, avec une carte de cette rivière quand elle traverse Paris, qui était à l'époque un véritable cloaque, et la Seine par M. Halley, qui fut lui aussi l'un des principaux contributeurs de la revue. La pharmacopée se retrouve tantôt dans la rubrique botanique ou dans la rubrique chimie médicale. Alors on y traite du camphre, de l'opium, de l'ipecacuanha, mais on trouve aussi quelques travaux de botanique pure, comme ici. Parmi les autres méthodes thérapeutiques étudiées, citons les bains russes, l'air déphlogistiqué et bien sûr l'électricité et le magnétisme, puisqu'effectivement l'actualité scientifique et médicale se décèle particulièrement bien à travers les rapports dont sont chargés les membres de la Société royale de médecine concernant ces deux sujets qui étaient vraiment des sujets d'actualité à la fin du XVIIIe. Les premiers en vogue depuis les années 1770 vont essentiellement être traités par Mauduit de la Varenne, qui est donc membre de la Société royale de médecine, avec plusieurs mémoires, dont un est illustré, et une étude sur le traitement électrique de 82 malades avec un tableau dépliant. Le magnétisme est le thème de plusieurs articles, là aussi, dont un de plus de 150 pages par Andry et Touret. L'alimentation, par le biais des maladies qu'elle peut entraîner, est également un sujet récurrent, notamment quand elle concerne la santé publique, avec notamment un rapport qui doit être passionnant à lire sur la falsification des cidres. À l'exemple des maladies des grains, comme l'ergot sec, qui était bien étudié par l'abbé Tessier, qui était également l'auteur de très nombreux mémoires. On voit quand même qu'il y a certains auteurs plus particulièrement ciblés dans ces mémoires, Tessier, Halley, Vite-d'Azir, etc. La rubrique chimie médicale, qui emprunte à la fois à la physique médicale et à l'histoire naturelle des médicaments, s'intéresse à des questions diverses. Là aussi, on retrouve la falsification des cidres. Et on ne peut pas parler de chimie au XVIIIe siècle sans évoquer Lavoisier, qui va être l'auteur de 2 articles dans les mémoires. Lavoisier, qui était déjà membre de l'Académie des sciences et qui va être membre de la Société royale de médecine comme associé libre le 14 juin 1782, en même temps que Tillet. Signalons 2 articles illustrés sur les œdiomètres, l'un par Jurine et l'autre par Gattoni. Alors certains mémoires sont accompagnés d'illustrations, à l'exemple pour le premier volume d'un travail sur les os, sur la régénération des os,
un long article avec de très nombreuses gravures sur les champignons par Paulet, des planches dépliantes, ce qui fait la qualité de cet ouvrage, parce que sinon c'est assez rébarbatif comme lecture. Les volumes 3 et 4 sur les concrétions, avec là aussi toute une série de gravures et des articles que l'on doit à Vicq d'Azir. Alors une mention particulière doit être faite à propos du volume sur les années 87-88, publié en 90, car il contient la fameuse adresse à l'Assemblée nationale et surtout le plan de constitution pour la médecine en France, dont Madame Gramin nous a parlé en détail. Ce projet qui est très avancé sur certains points, comme la prévention et la médecine sociale, est soucieux des exigences scientifiques de la formation médicale, et y compris de sa pratique, avec les études au lit du malade, comme nous l'a rappelé Madame Gramin, ne verra effectivement pas le jour, mais il va inspirer le décret de réorganisation de l'an 3, comme elle nous l'a expliqué. À noter ici ce document qui est en ma possession, qui est daté donc de 1789, à peu près à la même période, un projet de révision des statuts de la Société royale de médecine en 15 articles, signé de Vicq d'Azir, Touret, Geoffroy, L'aumônier, Jussieu et Poissonnier, qui n'aura non plus pas le temps d'être appliqués. Alors les articles de la Société royale de médecine étaient volontiers mentionnés dans la presse du temps. On a vu pour le journal de Paris, c'était un peu c'était très important pour la Société royale de médecine, donc ce journal de Paris, mais aussi surtout dans la presse médicale, qui constituait un relais tout trouvé pour toutes les décisions de la Société royale de médecine. Ces revues faisaient le compte-rendu des prix, des séances publiques, des remèdes approuvés, et la Gazette de santé, dont on voit un exemplaire ici, va chercher à s'établir comme l'organe officiel de la Société royale de médecine, mais celle-ci va lui infliger un démenti. Le journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie faisait également régulièrement état des travaux de la Société royale de médecine. Parfois, des litiges s'élevaient pour savoir si tel ouvrage avait été publié ou non avec l'approbation très recherchée de la Société, qui consacrait une longue rubrique à l'analyse des ouvrages publiés. La Société royale de médecine pouvait aussi s'opposer à la publication d'un livre ou d'une revue concurrente, à l'exemple du journal pour les épidémies et épizooties en 1786. Alors j'ai pas retrouvé ce journal nulle part, mais il va pas durer très longtemps puisqu'il a été vu par la Société royale de médecine comme une copie de moindre qualité du travail conduit par ses propres services, car ne disposant pas bien sûr comme elle du même réseau d'informateurs. Au contraire, la Société royale de médecine va encourager dès 1781, donc dès sa première publication, la parution du journal de médecine militaire de Jacques de Horn, qui était, comme on l'a vu, membre et rédacteur de certains articles dans la revue. La Société royale de médecine va tenir sa dernière séance au Louvre le 9 mars 1793, et elle sera officiellement dissoute par la loi du 20 Thermidor en 1, c'est-à-dire le 8 août 1793. Son secrétaire ne va pas lui survivre très longtemps, puisqu'il va mourir en juin 1794, précisément le 2 Messidor de l'an 2. Vicq d'Azir va conserver les archives de la Société royale de médecine à son domicile jusqu'à sa mort en 1794. Elle va ensuite être confiée à Descaux, commis de la Société, qui va les transmettre à l'école de santé, qui va se charger de l'édition du 10e volume et dernier, comme l'indique l'avis placé en tête de ce volume 10. L'école de santé va reprendre approximativement la présentation des travaux des volumes précédents. Par la suite, les archives vont être remises à la Société de médecine, à la Société de l'école de médecine, qui à son tour va les remettre à l'Académie royale de médecine en 1821, qui fait, mais effectivement, il n'y a pas de buste de Vicq d'Azir, mais elle fait clairement mention de cette filiation, puisqu'on retrouve au niveau du dôme la Société royale de médecine. Ces archives dans lesquelles Madame Barrault a puisé pour nous parler des prix de la Société royale de médecine. Je vous remercie de